pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Madame Dalia Fathi, guide touristique et experte en tourisme. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous avons vu, d'après les reportages précédents, des attentes assez importantes de la part de l'Égypte, que ce soit sur la devise en dollars ou de doubler le nombre de touristes d'ici 2030. Quelle est votre lecture de cette situation, surtout avec les conflits qui émergent dans la région? Bon, certainement, tous les événements qu'on a entendu parler, selon les attaques des pays qui nous entourent, selon les guerres qui nous entourent, il y a sincèrement, à mon point de vue, selon ça, que le tourisme va être un peu moins cette saison. Si on ne va pas encadrer le secteur tout entier avec des bons, comme on dit, des bons demandes pour tous les pays étrangers selon les projets qu'on fait aujourd'hui. Comme par exemple le grand musée que nous aimons, qui ça sera ouvert un jour, et à chaque fois qu'il décide de l'ouvrir, alors il y a des choses qui l'empêchent, je ne sais pas quoi, mais l'État ou bien notre État essaye aujourd'hui d'encourager les touristes avec, comme vous dites, le dollar, moins de visas en Égypte, des pays qu'on facilite pour eux tous les papiers, comme on dit, pour que le tourisme soit pas dans ces conditions qui s'arrêtent ou bien quelqu'un ne vient pas. Moi, comme une guide touristique, j'ai demain, Inch'Allah, un travail qui va demeurer 4 jours. Et j'étais un peu déçue, premièrement. Mais tant que le tourisme ne s'arrête pas... Vous avez été déçu par quoi? Qu'est-ce qui vous a déçu? Parce que cette semaine, ils m'ont dit que le vol selon Hurghada, ça ne sera pas bien. Peut-être on va fermer l'aéroport de Sharm el-Sheikh aussi. Et pour moi, c'était un peu choquant que les gens décident jusqu'à maintenant de venir. Donc, je ne comprends pas. Vous pouvez nous expliquer ce que vous venez de dire? Qui a annoncé la fermeture de l'aéroport de Hurghada et de Sharm el-Sheikh? Tous les agences de tourisme. Les agences de tourisme, mais ça n'a pas été dit d'une source officielle. Mais écoutez, ça selon les programmes réservés, il y a un mois par exemple. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. À un moment critique où chacun dit des informations, je pense que nous devons nous attacher aux sources officielles. Les sources officielles pour moi que les programmes de tourisme s'annulent pas. Et tant que cette semaine il y avait beaucoup d'annulations, donc ça peut aller que les agences veulent pas que leur vol aller-retour comme ça sans rien faire. Donc il y avait des arrêts selon Sharm el-Sheikh, mais selon par exemple Luxor à Souano. Donc c'est la destination de Sharm el-Sheikh par excellence qui a été affectée? C'est ça, c'est pas tous les côtés de l'Égypte, c'est pas toutes les régions. Donc alors, essentiellement Sharm el-Sheikh. Ah oui, ça c'est quelque chose d'essentiel parce que si le vol ne s'arrête pas, ou bien ils conseillent les touristes de ne pas venir leur pays. Tous les pays étrangers conseillent les touristes qui vont aller vers Sharm el-Sheikh, Hurghada, ce côté qui fait un petit peu côté de l'Asie, essaye de ne pas prendre. Parce que, comme vous savez très bien, nous, jusqu'à maintenant, on ne sait pas le prochain. Donc, ils ne vont pas envoyer par exemple, des sites balnéaires pour passer une semaine. Ça, c'est pas... Des touristes de quelle nationalité? Les Français. Je parle des Français, normalement. Essentiellement des Français. Les pays francophones. Mais vous avez à la mer Rouge, par exemple, vous avez les Russes, vous avez les Allemands, vous avez les Italiens. Oui, aussi la Russie, ils ont conseillé leurs touristes de ne pas rester longtemps. Ça, c'est la même chose parce que les Russes ne viennent pas vers le Caire normalement. Ils veulent les sites de la plage et tout ça pour qu'il ne fait pas chaud en été.
Pour cela, moi, selon les réservations, moi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un tourisme. Les Français aiment, ou bien les pays français en général, tous les pays qui parlent français, en francophone. Les pays francophones. Aiment l'histoire. Donc, ces pays-là, normalement, ils ne vont pas arrêter. Que dans les mauvaises Oui, mais notez aussi une chose, c'est qu'ils sont surtout intéressés par l'égyptologie, qui est la destination de Luxor ou Assouan, qui n'est pas vraiment la destination idéale pendant l'été. Oui, oui. Et en même temps, là c'est pas une question. La croisière, selon le Nil, et le Nil ne fait pas que les touristes sentent la chaleur, surtout que les programmes touristiques, on se lève le matin tôt vers 6 heures et on commence les visites vers 7 heures. Et on finit tout avant midi. Ça, c'est pas une question de la chaleur. Les gens qui veulent venir, ils vont venir dans les sites lointains, comme Luxor, Assouan, jusqu'à Boussimbel, jusqu'à oui, mais Madame Dalia Fathi, ça a toujours été connu à travers les années et à travers les taux de tourisme annuellement que les taux baissent pour la destination de Luxor et Assouan pendant l'été. Mais bon, il y a 4 saisons que moi je ne vois pas ça. Il y a un mois seulement pendant l'été, c'est-à-dire le mois d'août, le mois de juillet. Mais ce n'est pas tout l'été, parce que vous savez très bien que tous les pays prennent avec leurs enfants des vacances. Donc, le premier pays qui n'est pas cher, historique comme vous dites, ils vont passer des très belles vacances, c'est l'Égypte. Elle est favorisée dans tous les pays, même les pays arabes, même les pays qui ne savent pas même l'histoire. Mais bon, moi je parle selon ceux qui veulent venir exactement pour l'ouverture aussi de grands musées. Quand ils ont entendu qu'on va tarder, elle est ouverte pour les touristes normalement qu'ils veulent venir maintenant, mais ce n'est pas ouvert officiellement. Alors ils vont décider de tarder un petit peu. Donc vous pensez que la décision de remettre l'ouverture du grand musée vers la fin de l'année a aussi affecté le tourisme? Et c'est sûr, parce que ce qui l'encourage de venir en été, c'est l'ouverture. Si l'ouverture n'est pas, donc ils vont tarder. Mais moi, je vous dis maintenant que j'ai des bonnes nouvelles, que demain et après-demain et après-demain, le Caire tout entier, je vais le faire. Donc, il y a des touristes qui viennent, mais je ne sais pas le prochain, je ne sais pas, est-ce que avec quand ils ont fait tarder l'ouverture du musée, va influencer ça sur le secteur du tourisme. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup des annulations. On sait très bien. Et pour savoir, mon agence, toujours, elle a des touristes en été et en hiver. Moi, je travaille les deux. Je ne m'arrête pas. Donc, quand il me dit, certains jours, tu ne vas pas travailler, mais dès qu'il arrive une semaine qu'il y a beaucoup de travail, il me donne. Mais normalement, j'ai resté plus qu'une semaine sans travail. Ce n'est pas moi seulement, c'est la majorité des agences comme ça. Donc, et qu'est-ce que vous pensez des visites virtuelles qui existent maintenant pour un nombre de musées en Égypte? Est-ce que vous pensez que c'est un élément qui pourrait encourager le tourisme? Oui, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de musées pour que l'Égypte accueille beaucoup de touristes. S'il y a un seul musée, il ne va pas faire ça. On va faire une journée le Caire seulement. Mais nous, on sait très bien que le tourisme fait que les clients viennent pour quelques jours. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas un transit. Donc, quand il y a beaucoup de monuments partout, alors ils sont un peu choqués dans cette musée-là. Il y a quoi? On va continuer l'autre, on va continuer l'autre. Comme ça, ils vont rester au Caire au moins 2 jours. Et ça, c'est essentiel de le faire parce que le Caire vraiment a besoin de ça pour renouveler beaucoup de choses. Renouveler les hôtels, renouveler les restaurants, renouveler même les sites monumentaux. Vous savez très bien que, par exemple, à Saqqara, il y a des mastabas qui ont besoin de la restauration, c'est sûr. Donc, quand les touristes vont venir 2-3 jours au Caire, il y aura un peu d'économie comme ça pour économiser de faire ça. Mais s'il n'y aura pas beaucoup de jours, ça c'est bête, comme on dit. C'est ça, l'État choisit que le Caire, c'est une visite essentielle. Et certainement,
les fluidités des routes qu'ils ont fait sur tous les hôtels. Je parle, moi je suis en Sherzaï, maintenant je prends les touristes de Dreamland. Dreamland, c'est loin de l'aéroport du Caire, donc ils vont utiliser l'aéroport de Sfax. Et ça, c'est normalement, c'est unique cette année que moi je vois des touristes qui ont préféré d'être à côté de leurs hôtels dans un aéroport près de Gizeh. Ça, avec les fluidités de route qu'ils ont entendu parler, donc il y aura importance de faire ça. Parce que tout le Caire fait le bien dans tous les hôtels, dans tous les restaurants. Ça ne va pas que moi j'ai quelques hôtels au Caire et c'est tout. Ça ne va pas ça. Il y a beaucoup des hôtels à Gizeh et doivent être pleins pendant la saison. Bon, parlez-nous, Madame Dalia Fathi, s'il vous plaît, du développement de l'infrastructure touristique en Égypte durant les 2 dernières années. Vraiment, il y a beaucoup. Beaucoup. Premièrement, quand je rentre dans le musée du Caire ancien, le musée de l'Antiquité, je vois une grande restauration à l'intérieur pour ne pas le négliger. Ça, c'était important pour moi, que quand ils vont ouvrir le grand musée des pyramides, bien des grandes pyramides, ça ne va pas de négliger ce côté-là. Non, je vois qu'il y a toujours des restaurations sur les murs, les peintures, les escaliers, même les toilettes. Même les toilettes. Et aussi dans les jardins, il y a beaucoup de projets touristiques qu'ils ont fait. Donc, il y aura vraiment un centre touristique qu'on appelle le musée du Caire ancien au centre. Oui. Parlons un petit peu sur le grand musée. Le grand musée, il a été très important maintenant dans les programmes touristiques. Quand on vient avec les programmes démodés, moi je dis premièrement et deuxièmement et troisièmement, pourquoi on ne développe pas les programmes touristiques? Ils m'ont dit que c'est comme ça. En France, ils vendent des programmes classiques. Les classiques, c'est le musée du Caire. Mais quand ils viennent ici, ils entendent parler de grands musées, ils vont le lendemain aller dans le grand musée pour savoir c'est quoi. Le projet du grand musée, c'est impeccable. Il n'y a pas un coin à l'intérieur qui ne raconte pas quelque chose. Même les gens qui ne s'intéressent pas à avoir beaucoup d'explications pour des choses monumentales, il y a une école pour apprendre une maternelle comme ça pour les enfants petits pour savoir de l'histoire. Même les gens étrangers égyptiens qui vivent à l'étranger égyptien, quand ils viennent avec leurs enfants, ils sont fiers de laisser des enfants pour apprendre quelques mots, quelques objets qui datent de l'époque pharaonique. De côté des cafés, on a certainement des choses qu'on ne voit pas au centre-ville, comme les sandwichs de falafel, par exemple. Moi, je l'ai goûté partout avec les touristes. Quand j'ai rentré au restaurant dans le grand musée, j'ai vu un café qui le fasse, comme c'est bon, comme c'est choquant, même les restaurants là-bas. Quand je rentre le un bazar dans le grand musée. Moi, je vois des fabriques égyptiennes, des choses fabriquées en Égypte. Je ne vois pas ça ailleurs. Donc, selon aussi les achats des touristes et des choses, quand on fait des musées pareils, on a des coins suffisants pour l'apprendre ça. Si on n'a pas des grands musées comme ça, on n'a pas les coins libres de lui faire comme ça. Bon, Madame Dalia Fathi, à part le musée du Caire et le grand musée... Ce sont 2-3 projets à l'intérieur. Oui, juste, je voudrais vous poser une autre question, si vous m'entendez, Madame Dalia. À part le musée du Caire et le grand musée, nous avons un grand nombre de musées en Égypte qui a été restauré. Est-ce que les touristes... Oui, est-ce que les touristes connaissent ces musées et sont intéressés par la visite? Non plus. Oui, donc nous avons un travail à faire sur ce plan-là. Comment ça se passe? Ça, c'est quand les guides racontent pour les touristes. Oui. Et moi, je lui dis, après que tu finis les programmes de l'agence et les options de l'agence, tu dois aller toi-même prendre un Uber de l'hôtel et aller faire ça. Oui, mais les agences touristiques, pourquoi ils n'incluent pas les nouveaux musées qui ont été restaurés? Ils n'incluent pas parce qu'il n'y a pas de guides professionnels qui peuvent travailler dans ces musées-là. Ils ne les connaissent pas, franchement. Le manque de stages des guides. Par exemple, moi j'étais dans 2 facultés. Qui a fait parmi les guides 2 facultés? L'archéologie du Caire, de l'université du Caire 4 ans, en plus le guidage 4 ans.
et un diplôme pour faire la lecture copte. Qui a fait ça? Il n'y a pas beaucoup. Donc, oui, mais ça c'est quelque chose à voir avec le ministère du Tourisme et le ministère des Antiquités. Ça, on compte selon les programmes aussi. Yani, si les agences obligent les guides à faire ça, ils vont connaître. Mais si les agences n'obligent pas, même le ministère du Tourisme, elle ne sait pas. Elle sait pas. Comment savoir? Elle a donné un carnet pour guidage, mais elle ne sait pas dans quelle comment on dit, place on met les guides. Donc ça, c'est un point certainement à voir avec les ministères respectifs du tourisme aussi et des antiquités. Madame Dalia Fatri, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va passer à notre dernier reportage qui va clôturer cette édition d'aujourd'hui. L'Égypte surnommée el-Dunya ou la mer du monde continue de captiver les voyageurs grâce à son patrimoine culturel unique et ses paysages variés, des pyramides de Gizeh aux plages de la mer Rouge. En 2025, le secteur touristique égyptien connaît une croissance record portée par des investissements massifs, des stratégies de développement ambitieuses et une résilience face aux défis régionaux. Ce prochain commentaire nous donne un aperçu des tendances du gouvernement égyptien pour le développement du tourisme. Je vous laisse avec ces images et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir. Consciente que l'attractivité touristique passe aussi par des infrastructures permanentes, l'Égypte a signé en mars dernier un accord avec l'International Finance Corporation. Ce partenariat vise à structurer des collaborations publiques-privées qui permettront d'améliorer la gestion et les capacités d'accueil de 11 aéroports stratégiques du pays, avec des sites emblématiques comme les pyramides de Gizeh, les temples de Luxor ou les plages paradisiaque de la mer Rouge, l'Égypte doit pouvoir gérer un afflux touristique croissant, sans encombre. L'amélioration des aéroports permettra de fluidifier l'expérience des voyageurs et de renforcer la compétitivité du pays face à d'autres destinations prisées du bassin méditerranéen. Loin d'être une initiative isolée, la modernisation des aéroports s'intègre dans un plan plus vaste de dynamisation du tourisme. En plus des infrastructures de transport, les autorités investissent massivement dans la rénovation des sites historiques, le développement de nouvelles zones balnéaires et la promotion de l'Égypte comme une destination de choix. L'un des piliers de cette stratégie repose également sur l'extension des connexions aériennes internationales, avec une multiplication des liaisons directes entre l'Égypte et des marchés clés comme l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Si la volonté d'atteindre 30 millions de touristes en 2028 est ambitieuse, elle est loin d'être irréaliste. L'Égypte a déjà prouvé sa résilience en matière de tourisme, rebondissant après des périodes d'instabilité politique et économique. Aujourd'hui, avec une vision claire et des investissements ciblés, le pays veut s'imposer comme l'un des géants du tourisme mondial.